Alors aujourd'hui, on va travailler sur le grand 3, le modèle exponentiel. Donc la semaine dernière, on a vu ensemble ce que pouvait donner le modèle linéaire, c'est-à-dire lorsque la population, quand on la représentait graphiquement, on avait un nuage de points avec des points presque alignés, on pouvait remplacer par un modèle linéaire, donc par une suite arithmétique. Aujourd'hui, on va voir ce que ça donne lorsque les points ne sont pas alignés, donc un petit peu les graphiques dont je vous ai parlé tout au début la semaine dernière, et on va voir comment ça donne à l'aide de suites géométriques. Donc on commence avec la définition. On considère une population dont l'effectif évolue par palier, toujours, de la valeur U de n à la période n à l'effectif U de n plus 1 à la période n plus 1. Ce qu'on appelle variation relative, c'est le quotient U de n plus 1 moins U de n sur U de n. Autrement dit, là c'est le palier de combien ça a augmenté ou diminué, et on le divise, on le rapporte à la valeur de départ. C'est ce qu'on appelle le taux d'accroissement ou le taux de variation entre l'état U de n et l'état U de n plus 1. Donc c'est du vocabulaire que vous avez vu quand vous avez travaillé sur les pourcentages en classe de seconde. Pour simplifier, on considère ici une suite dont aucun terme n'est nul. Lorsque pour tout entier naturel n, le rapport U de n plus 1 sur U de n entre deux termes consécutifs est constant, on dit que la suite est géométrique, et le rapport est appelé raison de la suite. Donc la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'était UN plus 1 moins UN, c'est-à-dire l'augmentation ou la diminution entre les valeurs était constant. Là, cette fois-ci, c'est pas ça, c'est le rapport. Par exemple, pour passer d'une population une année à une population l'année suivante, on va par exemple toujours multiplier par 2 ou multiplier par 3 ou multiplier par 0,5 par exemple. Dans ce cas-là, on est dans le cas d'une suite géométrique. Elle est définie sur l'ensemble des entiers naturels. La raison de la suite, qu'on va noter Q ici, c'est le quotient entre deux termes consécutifs. La formule que ça nous donne à la fin, c'est pour calculer un terme, je prends la valeur de départ, U de 0, et je la multiplie par la raison à la puissance n, le nombre d'années qui se sont passées. On dit qu'une grandeur discrète U varie de manière exponentielle ou géométrique en fonction du palier entier n, si sa variation absolue, un plus 1 moins un, est proportionnelle à la valeur courante un. Dans ce cas, la variation relative, ce qu'on a écrit ici, où taux de variation est constante et la suite de termes général un est géométrique. En effet, si on a un nombre t tel que un plus 1 moins un, c'est t fois un, alors un plus 1, c'est 1 plus t fois un, et là, on est sur des formules de seconde sur les augmentations ou diminutions en pourcentage. Dans la réalité, pour une population dont le taux de variation est presque constant d'un palier à un autre, on peut ajuster le nuage de points par un modèle exponentiel. Donc c'est ce que je vous expliquais la dernière fois aussi avec le modèle linéaire. Lorsqu'on a une population où on a une courbe où la population est quasiment multipliée par exemple par 0,8 d'une année sur l'autre à un iota près, donc 0,8, 0,79, 0,81, on va considérer qu'on peut utiliser un modèle exponentiel. Alors, deuxième partie, un extrait du livre d'Albert Jacquard qui s'appelle « Voici le temps du monde fini », qui dit « Un accroissement d'une population de 2% par an peut sembler bien faible. Il correspond pourtant à un doublement en 35 ans, et donc un quadruplement en 70 ans, et à une multiplication par 7 en moins d'un siècle. » Donc on va essayer d'analyser un petit peu ce que nous dit Albert Jacquard dans cet extrait-là. En gros, il nous dit que 2% par an, c'est pas beaucoup, mais en fait, ça va augmenter très très vite. C'est justement le principe de l'augmentation exponentielle dont on entend grandement parler dans les médias avec le Covid en ce moment. Alors, vous avez plusieurs questions à réfléchir. Ah, les affirmations sont-elles exactes? Donc, vous allez vérifier, est-ce que j'ai bien un doublement en 35 ans, un quadruplement en 70 ans, et x7 en moins d'un siècle, en moins de 100 ans? Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause, vous cherchez un petit peu, puis ensuite vous regardez la correction. Alors on va faire les calculs pour vérifier ce que ça donne. Une population qui croît de 2% par an, en fait, sa taille est multipliée par 1 plus 2 sur 100, c'est-à-dire 1,02 tous les ans. Donc en 35 ans, la population est multipliée par 1,02 fois 1,02, etc., fois 1,02, et il y a 35 facteurs. Donc 1,02 puissance 35, et sur la calculatrice, on voit que ça fait quasiment 2. Donc c'est vrai. En 70 ans, elle sera multipliée par 1,02 à la puissance 70, qui font quasiment 4. Et en un siècle, ça fait environ 7,2. Donc les propos sont vrais. Une population qui croît de 2% par an seulement, en fait, va doubler en 35 ans, quadrupler en 70 ans, et sera multipliée par 7 en un siècle. Alors, question B, en admettant un accroissement de la population de 2% par an, combien serions-nous en 2050? Même chose, vous mettez la vidéo en pause, vous faites les calculs, et après, on regarde la correction.
Alors en 2015, 7,38 milliards. Entre 2015 et 2050, il se passe 35 ans. Donc la population, d'après ce qui est écrit là, elle doublerait et on serait à 14,76 milliards en 2050. On passe au grand 3, évolution de la population d'Afrique. Alors là, je suis navrée, il y avait plein d'erreurs sur le document que je vous ai distribué. Donc c'est ce qui se trouve en jaune fluo sur la vidéo qui est là. Donc en fait, je vais vous demander dans un premier temps de mettre la vidéo en pause et de mettre du blanc malheureusement et de corriger votre document avant d'aller plus loin. Alors on y va. Le tableau ci-dessous donne l'évolution de la population de l'Afrique entre 1960 et 2010. Donc on a mis des rangs de l'année tous les 10 ans, de 60 à 2010, et on a les populations en milliers. On note U de 0 la population en 1960 et U de N la population en 1960 plus 10 fois N. Première question, construire le nuage de points dans le repère ci-dessous. Donc en fait, il faut comprendre qu'au niveau des axes désordonnés, il faut rajouter 3 zéros. Hein. Donc moi, j'ai déjà placé la première croix ici pour mon nuage de points. Pour le rang n égale 0, donc qui correspond à l'année 1960, on a 283 361 milliers de personnes. Donc ça fait environ ici. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et finir de compléter ce nuage de points. Alors voilà ce que ça donne. Jusque l'année 50, en fait ce sont les dizaines d'années que j'ai en abscisse, j'ai oublié de vous préciser. Donc on a un nuage de points, vous voyez, où contrairement à ce qu'on avait vu la semaine dernière, les points ne sont pas alignés. Si vous essayez de tracer une droite, à un moment donné, les points ils vont s'échapper bien au-dessus. On a une courbe très particulière qui est typique de ce qu'on appelle des croissances exponentielles. Donc question B, calculer les taux de variation UN plus 1 moins UN sur UN. Ces taux de variation, ils sont à calculer et à compléter dans le tableau ici. Par exemple, pour l'année, le rang 1, on va faire 363 448 moins 283 361 divisé par 283 361 et ça nous donne 0,35 arrondi à 2 chiffres après la virgule. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et terminer les 4 calculs suivants. Voilà la correction. On obtient 0,34, 0,35, 0,34, 0,34. Donc en fait, on a quasiment toujours le même taux de variation. Pour passer d'un terme au suivant, on multiplie quasiment toujours par la même chose. Que peut-on déduire pour la suite U? Je viens de donner la réponse. Les taux de variation sont presque constants et égaux à 0,34. On en déduit que la suite U est géométrique de raison 1,34 puisqu'il faut ajouter 1, on augmente de 34%, donc on multiplie par 1,34. Du coup, par quel modèle peut-on ajuster ce nuage de points? Comme on l'a dit dans la première partie, lorsqu'on est dans cette situation, on peut ajuster ce nuage de points par un modèle exponentiel. Alors on va voir avec la calculatrice comment on fait pour déterminer une expression de la courbe de tendance. Donc la courbe de tendance, ça va être la courbe qui va passer la plus proche possible de tous ces points-là. Alors vous allez attraper votre calculatrice et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors sur la calculatrice, on va commencer par rentrer les valeurs dans les listes. Donc il faut aller cliquer sur Stat et vous allez modifier les listes. Donc vous faites Entrée. Donc moi j'ai déjà rentré les valeurs. Vous devez rentrer les valeurs ici dans L1 les rangs des années de 0 à 5 et dans L2 les valeurs qui correspondent à la population. Alors ici en bas elle a mis la calculatrice une valeur approchée parce qu'elle ne peut pas tout écrire, mais vous voyez j'ai bien rentré la bonne valeur. Donc vous mettez en pause et vous faites ce travail-là. Par ailleurs, si jamais il y avait déjà des valeurs dans les listes, pour les effacer, vous montez sur le nom de la liste et vous cliquez sur Annule. Surtout pas Supre, sinon la liste va disparaître. Donc c'est Annule sur le nom de la liste. Vous mettez en pause et vous terminez de remplir ces colonnes. Alors une fois que c'est fait, je reviens au document. Pour pouvoir avoir l'expression de la courbe, on va aller faire un reg-exp. Donc on va aller chercher une courbe de régression sous la forme exponentielle. Donc je rappuie sur la touche Stat. Et je vais aller dans Calculer ici. On propose tout un tas de choses. Vous retrouvez règle AX plus B qu'on a utilisé la semaine dernière. Moi, je vais descendre un peu plus loin et j'obtiens en face du 0, reg exp, je fais Entrée. Pour xlist,
je mets L1, c'est là où j'ai les valeurs de X. Les valeurs de Y, je les ai en L2, et s'il y a écrit des choses ici, vous les effacez en descendant avec les flèches. Je clique ensuite sur Entrée pour faire calculer. Et elle me donne l'équation de la courbe Y égale A fois B puissance X, avec une valeur approchée pour A, une valeur approchée pour B. Et c'est exactement ce que vous avez sur le document ici. Donc à partir des valeurs que l'on a trouvées, je vous demande, d'après ce modèle, quelle serait la population de l'Afrique en 2050. Donc il faut calculer la valeur de X qui correspond à l'année 2050, calculer la valeur de Y en utilisant l'expression qu'on a trouvée ici, pour pouvoir avoir une estimation de la population de l'Afrique en 2050. Vous mettez en pause et vous faites le calcul. Alors on trouve, ça c'est l'équation de la courbe, donc j'ai pris des valeurs approchées. 2050 correspond au rang X égale 9, puisqu'entre les deux années 2050-1960, il y a 90 ans. Je remplace X par 9, je fais faire le calcul à la calculatrice, et ça me donne une population pour l'année 2050. Je vous rappelle qu'il faut encore rajouter 3 zéros derrière. Dernière partie, les limites du modèle exponentiel. Donc vous avez tout un tas de documents ici qu'il va falloir regarder. Donc selon Malthus, les terres agricoles n'étant pas extensibles à l'infini, les moyens de subsistance suivent une progression arithmétique. En revanche, l'augmentation de la population suit elle une progression géométrique et évolue à un rythme exponentiel. Cette progression a été effectivement observée au Royaume-Uni entre 1750 et 1841. Elle peut être ajustée par un modèle exponentiel qui, prolongé jusqu'en 2015, permet de faire des comparaisons avec les recensements existants. Donc vous avez les populations selon les années, population du Royaume-Uni entre 1750 et 1841, avec ici le modèle exponentiel qui est dessiné. Et là, on a toujours au Royaume-Uni, mais cette fois-ci, on va jusqu'en 2015, avec le même modèle exponentiel, d'accord? Faites attention, c'est juste une différence d'échelle, hein, regardez l'axe des ordonnées. C'est exactement la même courbe, les points en rouge sont ceux que l'on a ici, et les points en bleu, ce sont les vraies valeurs mesurées. Donc vous pouvez bien voir que là, à partir de 1900-1920, on a quand même une grosse différence entre ce qu'on Malthus avait imaginé et puis et avec la réalité. Alors le document B, évolution d'une ressource alimentaire. Donc la production mondiale de blé est comptabilisée depuis 1961. Elle est représentée par le nuage de points verts, ci-contre. La production de blé ayant doublé entre 61 et 81, on passe de cette valeur-là à cette valeur-là, ce qui correspond à un taux moyen de croissance annuelle de 3,58%. On envisage un modèle exponentiel, et c'est la courbe en bleu dont on a le début qui est tracé. Donnez l'écriture décimale arrondie au millième du nombre qui est ici avec votre calculatrice, et en déduire le taux de variation annuelle estimé de la population du Royaume-Uni entre 1750 et 1841. Vous mettez en pause et vous faites les calculs. Alors on trouve environ 1,011. Donc le taux de variation serait de 1,1%. Comparez les données des années 1901, 51 et 2015 aux valeurs qu'on peut calculer avec le modèle exponentiel. Donc moi je l'ai fait sous forme de tableau. Même chose, vous mettez en pause et vous essayez de reproduire ce tableau et de le compléter. Voilà ce que ça donne pour ces 3 années. Le nuage de points représentant la production mondiale de blé entre 61 et 97 est longiligne. Quel modèle de croissance peut-on appliquer? Bon là on va pas tergiverser longtemps. Si on a un modèle longiligne, on est sur une droite. Le modèle, c'est un modèle de croissance linéaire. Calculer l'estimation de la production en 90 avec le modèle exponentiel proposé et comparer à la valeur réelle produite. Donc, on prend le modèle, l'équation qu'on avait trouvée, en remplaçant ici avec les années, ce qui nous donne cette valeur-là, qui est assez proche finalement de la valeur réelle. On est au-dessus, hein, mais pas si loin que ça. Pour finir, en 2017, la production mondiale de blé s'élevait à cette quantité-là. Est-ce que le modèle est encore pertinent? Donc il faut faire le même type de calcul qu'à la question précédente pour comparer. Donc cette fois-ci, on trouve une valeur bien plus grande que la valeur réelle, hein, elle est plus de 2 fois plus grande. Donc le modèle n'est plus pertinent. Voilà, donc ce TP est terminé.